Alors, ce que j'ai pensé vous présenter aujourd'hui, c'est un article qui parle de les accommodations qui peuvent être mises en place lors de la soutenance pour les doctorants avec autisme. Alors, comme vous le verrez, ce n'est pas forcément une recherche généralisable dans le sens où c'est surtout des témoignages. En fait, pour être précise, c'est une auto-ethnographie. Mais c'est quand même assez pertinent dans le sens où dans le handicap, mieux vaut partir de l'expérience d'une et préférentiellement de plusieurs personnes. Et aussi, ils ont vraiment axé leur papier sur les préconisations et sur les outils qui peuvent être utilisés pour accompagner la soutenance des doctorants avec TSA. Donc, je trouvais ça quand même assez intéressant. Alors, on commence par une petite synthèse. Comme ça, on sait d'où on part et où on va. Les objectifs de cette étude auto-ethnographique, c'est d'explorer. Donc, on est vraiment dans de l'exploratoire. L'expérience de soutenance d'une doctorante qui a un TSA, donc un trouble du spectre autistique, et les accommodations. Donc, ça va un peu plus loin que les aménagements, dans le sens où c'est aussi les adaptations des uns et des autres qui ont accompagné cette soutenance et qui auraient été pertinentes pour accompagner cette soutenance-là. Au niveau de la méthode, comme je vous le disais, c'est une auto-ethnographie multiperspective, donc je reviendrai rapidement sur ce qu'est une auto-ethnographie et multiperspective, parce que tout simplement, il y a plusieurs protagonistes dont on va recueillir les récits et dont on va analyser les récits. Et au niveau des résultats, des retombées, on a donc des récits des protagonistes sur comment s'est passée la soutenance et quelles réflexions ils peuvent apporter par rapport à ça. On a surtout une liste assez intéressante et conséquente d'accommodations qui ont été mises en place, qui ont été utiles et qu'il serait pertinent de mettre en place pour la suite. Et on a aussi, donc ça je vous montrerai tout à l'heure, mais un document, c'est en fait, ils ont construit une sorte de document de discussion pré-soutenance pour identifier les besoins et les accommodations associées pour les doctorants avec autisme. Et en fait, ça peut servir à d'autres doctorants sans autisme, avec un handicap invisible ou non, et même peut-être, on en discutera, mais même peut-être sans handicap. Alors, ce sur quoi se base l'étude, c'est tout simplement quelques données très peu de données sur la soutenance, une certaine caractérisation de la soutenance, et l'autisme, tout simplement, en parcours académique. Alors, c'est peu de dire qu'il y a assez peu de recherches sur l'autisme dans le doctorat. Donc voilà, il n'y a pas non plus un énorme champ de recherche très spécifique sur cette thématique. Donc forcément, d'où l'intérêt aussi de partir sur de l'exploratoire. Donc ce qu'ils disent, c'est que la soutenance, bon déjà c'est un enjeu pour tout le monde, mais ça peut être un enjeu qui se transforme en barrière à partir du moment où les différences ou les particularités qui peuvent être de communication sociale ou sensorielle ne sont pas prises en compte. Donc ça, c'est un enjeu aussi d'équité dans l'évaluation des parcours doctoraux, avec l'idée que la soutenance, c'est là aussi pour échanger et puis se faire un avis sur des capacités de travail et intellectuelles d'une personne, mais pas forcément sur ses capacités interpersonnelles. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir tenir compte des différences pour avoir une démarche un peu plus équitable. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre l'autisme et le parcours académique, parce que l'autisme n'est pas toujours, ça peut, hein, mais n'est pas associé à, par exemple, une déficience intellectuelle, bien au contraire parfois. Donc, c'est un parcours qui peut être très cohérent, même jusqu'au doctorat et après, pour les personnes avec autisme. Elle dit qu'il y a une augmentation des étudiants-chercheurs qui se déclarent avec TSA, donc en Grande-Bretagne, entre 2016 et 2020, et elle parle de 220 auto-déclarés qui passent à plus de 550 en 4 ans. Et elle dit aussi que les personnes avec autisme contribuent à la recherche sur l'autisme et permettent de transformer l'environnement de recherche au bénéfice de tous. Alors ça, c'est vrai parce que dans les recherches sur le handicap, il y a quand même un énorme nombre de travaux qui sont menés par des personnes concernées. Donc en fait, heureusement qu'elles sont là pour faire de la recherche, parce que sans elles, on manquerait de recherche sur le handicap. Après, l'idée, c'est que tout le monde puisse contribuer. Et permettre de transformer l'environnement de recherche, tout simplement parce qu'il y a des listes d'aménagement et d'accommodation qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Alors, elle cite au début aussi, vous allez voir, c'est assez rapide, le background, mais elle cite des travaux de Fabry et al. Qui disent que les principaux défis académiques pour les personnes avec TSA, donc tout parcours académique compris, c'est pas forcément lié par exemple, à la difficulté du parcours, mais ça va être plus lié à l'environnement social, l'environnement physique, et les processus d'évaluation, donc leur compréhension et leurs caractéristiques,
notamment la soutenance de thèse dans le cadre du doctorat. Et elle rappelle que le processus de soutenance est parfois obscur et imprévisible, parce qu'il peut varier selon les disciplines, selon les contextes, selon les personnes qui la mettent en place, et que les personnes avec TSA peuvent être sujettes à une forte anxiété, donc ce n'est pas forcément un critère ou un élément qui est forcément propre à l'autisme, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est souvent associé à l'autisme. Donc voilà, le côté imprévisible de la soutenance et puis cette propension à l'anxiété sont deux arguments pour se pencher un petit peu sur la question. Alors, ce qu'elle ne fait pas, c'est parler de l'autisme. Donc pour recontextualiser, je suis allée voir un petit peu tout simplement dans le DSM ce qui est dit sur l'autisme. Alors, l'autisme, c'est quoi? C'est un trouble du développement neurologique qui est caractérisé par une altération de l'interaction sociale de la communication et des comportements répétitifs stéréotypés et un développement intellectuel disharmonieux avec souvent un handicap intellectuel. On reviendra sur la noirceur du tableau clinique juste en bas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour déceler et diagnostiquer un trouble du spectre autistique, donc les psychiatres en l'occurrence, s'appuient sur ce qu'on appelle la dyade autistique. Donc, ils vont regarder s'il y a des déficits persistants de la communication, de l'interaction sociale, et s'il y a un caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts et des activités. Donc, j'ai mis quelques exemples, sachant que ce n'est pas des listes exhaustives. Mais par exemple, dans le déficit de la communication, il va y avoir par exemple un déficit de la réciprocité sociale lors d'une interaction. Il va y avoir peut-être des difficultés à interpréter le non-verbal, à saisir les implicites, les présupposés, etc. Il peut y avoir des diminutions du contact visuel, etc., etc. Et au niveau du caractère restreint et répétitif des comportements, donc là, ça va toucher à des éléments comme le langage ou les mouvements stéréotypés, ce qu'on appelle le stimming, le fait par exemple d'avoir un mouvement du corps perpétuel, etc. Et une certaine adhésion et adhérence à des routines, à des rituels, à des choses qui se répètent et qui donnent aussi une certaine familiarité, et des intérêts spécifiques, donc des thématiques que les personnes vont fortement investir en énergie et en temps et en intérêt, qui vont être ce qu'on appelle les intérêts spécifiques. Alors, ce qui n'est pas forcément mis dans le DSM, mais qui est pointé par quand même pas mal de chercheurs qui travaillent sur l'autisme et qui nous intéresse aussi spécifiquement aujourd'hui, c'est qu'il y a souvent des troubles associés de la sensorialité. Donc, par exemple, avec une hypersensorialité, c'est-à-dire on va dire une sensibilité accrue aux stimuli sensoriels. Si j'ai bien compris, à mon avis, c'est plus une sorte de difficulté dans les capacités d'inhibition, c'est-à-dire que les personnes ne vont pas réussir à mettre de côté les stimuli non pertinents. Elle va se traiter à niveau égal tous les stimuli sensoriels qui lui arrivent. Donc, ça peut être physique, auditif, etc. Et l'anxiété, je vous en parlais tout à l'heure, il y a souvent une anxiété associée, ce n'est pas forcément le cas, et ce n'est pas un signe diagnostique, un symptôme, mais en tout cas, c'est souvent le cas. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un handicap qui est souvent invisible. Alors, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de leur comportement, ça peut se déceler, etc. Mais bon, parfois, on va plutôt le mettre dans les handicaps invisibles. Et il y a une connotation assez négative du tableau clinique. Alors ça, c'est pas moi qui le dis. Enfin, pas uniquement, parce qu'en soi, je suis un peu d'accord, mais c'est vrai qu'on va beaucoup parler de déficit, de caractère restreint, de difficultés, etc. Alors qu'on peut aussi pointer les aspects... je ne sais pas si oui, positif, par exemple, sur une capacité à être absorbé par une tâche, une capacité à tenir compte de différents détails, une capacité à pouvoir aussi se concentrer, par exemple, sur le contenu d'une communication et pas sur les aléas non-verbaux, etc. Donc, voilà, juste une petite attention portée au fait que là, le tableau clinique, il est quand même assez négatif, mais il y a des personnes, y compris des chercheurs, qui remettent un petit peu en question ce tableau-là. Alors, au niveau de la méthode utilisée ici, on est dans une auto-ethnographie multiperspective. Donc, auto-ethnographie, c'est tout simplement l'idée que deux chercheurs ou plus travaillent ensemble sur la base de récits personnels, donc d'expériences personnelles, et à la lumière de connaissances scientifiques, ils vont interpréter ce qui s'est passé pour la personne. Donc, on n'est pas dans de la généralisation et on n'est pas dans de la méthode hypothético-déductive. Mais c'est pas grave, c'est bien aussi. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une auto-ethnographie multiperspective dans le sens où il y a trois perspectives. Donc, le récit du superviseur, le récit d'un des examinateurs et le récit de la doctorante concernée, donc qui a un TSA.
sachant qu'ils circonscrivent à un seul objet d'étude qui est la soutenance. Ils ne vont pas parler de l'ensemble du doctorat ou de l'après-doctorat, ils vont analyser le récit de la soutenance en tant que tel. Donc, ce qu'on obtient, c'est tout simplement un récit par personne. Chaque protagoniste va pouvoir témoigner de son expérience et surtout, chaque personne va discuter des accommodations qui ont été mises en place et qui seraient pertinentes de mettre en place. Voilà, l'aspect recommandation est quand même très prégnant dans cet article-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous détailler chacun des récits, sans rentrer dans les détails, mais l'idée générale et surtout la liste des accommodations qui sont ressorties et puis qui sont effectivement intéressantes pour chacune d'entre elles. Alors, au niveau du superviseur, lui, il commence par insister sur le fait que finalement, il y a des pratiques variées de soutenance, que parfois c'est assez opaque et que parfois il faut avoir une sorte de capacité à comprendre les intentions des protagonistes, donc y compris au cours de l'interaction, c'est-à-dire qu'une question parfois, selon lui, n'est pas posée pour obtenir une réponse uniquement au contenu de la question, mais par exemple pour voir la maîtrise des techniques de recueil de données de la personne, sa maîtrise méthodologique, sa maîtrise scientifique, etc. Donc il peut y avoir des sortes d'intentions diverses dans une seule et même question. Donc ça, il faut savoir le déceler. Et il souligne que peu de recherches sont disponibles, bon, ça c'est certain. Et selon lui, les accommodations qui ont été pertinentes, donc pour le coup, le premier, c'est plutôt un conseil, c'est ne pas présumer des besoins. Lui, il était parti en se disant, alors si elle est autiste, elle préférera une soutenance à distance, comme ça elle sera dans son contexte, chez elle, avec son matériel, etc. Et en fait, la personne doctorante a dit, bah non, pas du tout, moi au contraire, je veux être immergée dans un milieu universitaire dans lequel mon cerveau match, enfin mon attention match avec le contexte. Donc, il s'est dit, bon, bah, première recommandation, ne pas présumer des besoins et demander à la personne. Mais il dit quand même permettre différents formats, parce que potentiellement, d'autres personnes auraient été plus à l'aise à distance, donc en visio et potentiellement même par écrit, donc par échange écrit. Il dit aussi que c'est très important de discuter en amont des différents scénarios possibles. Donc, qu'est-ce qui peut se passer pendant ta soutenance, comment ça peut se passer, qu'est-ce qu'on peut te poser comme question, est-ce qu'on va aller plus dans un sujet ou dans l'autre. Il faut pouvoir dire comment ça va se passer de manière générale, et si la proposition A ne se passe pas, eh ben on passe à la proposition B, C, D, etc. Et aussi, il dit qu'il faut discuter en amont, donc avec la doctorante, des points qui sont importants à transmettre. Donc là, il se base sur une littérature scientifique aussi sur l'idée que dans les troubles du spectre autistique, parfois les personnes ont du mal à hiérarchiser ou à prioriser quelles informations sont en fait importantes à transmettre. Par exemple, avec une hyperfocalisation sur les détails, la personne va vouloir tout dire, alors que le point clé va apparaître en bout de liste, voire n'aura même pas le temps d'apparaître. Donc l'idée, c'est de parler avant de qu'est-ce qui doit ressortir de cette soutenance. Il faut aussi échanger en amont sur les réactions possibles au stress, parce que là, il s'appuie aussi sur une littérature scientifique qui dit que, par exemple, quand il y a du stress et donc une anxiété, une personne avec TSA peut avoir des difficultés d'élocution ou d'élaboration langagière. Et donc ça, il faut le savoir. Ce n'est pas parce que la personne ne sait pas répondre, mais c'est qu'elle est sujette au stress. Donc l'évaluation ou la compréhension du comportement est différente. Et il dit qu'il faut choisir aussi les bons examinateurs, donc des personnes qui soient, pour le dire simplement, assez ouvertes d'esprit pour pouvoir s'adapter et puis être OK sur le fait qu'il va y avoir des accommodations. Au niveau de l'examinateur, donc lui, il commence par dire que les accommodations sont une obligation, pas uniquement une obligation morale dans les institutions et les universités. Il suggère aussi que ça soit partagé, aussi que ça ne reste pas dans un seul cas, mais qu'il y ait un échange de bonnes pratiques. Et il rappelle aussi que les difficultés de communication ne sont pas que du côté des TSA, c'est-à-dire qu'il cite une étude là, de Shepard et al. En 2016 qui montre que des personnes, donc qu'ils appellent neurotypiques, qui interagissent avec des personnes autistes peuvent avoir elles-mêmes des difficultés de communication parce qu'elles ne trouvent pas la réciprocité sociale attendue ou elles ne trouvent pas, par exemple, les expressions faciales auxquelles elles puissent s'attendre et donc elles n'arrivent pas à communiquer et donc, par voie de conséquence, la personne avec un TSA non plus. Mais bon, les difficultés de communication ne sont pas unilatérales. Selon lui, les accommodations pertinentes, c'est déjà d'accompagner les examinateurs, donc de pouvoir leur parler du handicap duquel on parle, en l'occurrence l'autisme, et les moyens de s'adapter, d'avoir un travail en amont
assez conséquent avec le superviseur sur les besoins spécifiques, sur la situation, sur les moyens d'adaptation, mais de travailler un peu en binôme avec le superviseur, d'impliquer en fait le superviseur. Et de dire au doctorant ou à la doctorante, en amont de la soutenance, en fait, qui va intervenir et sur quelle thématique, de pouvoir donner une liste un petit peu de comment ça va se passer, telle personne va vous interroger sur tel aspect, etc. L'idée ici, c'est de réduire l'incertitude au maximum et d'avoir un environnement de soutenance qui soit le plus prédictible possible. Ça, c'est un élément un peu clé aussi dans l'autisme, c'est la prédictibilité. Il y a un modèle aussi qui s'appelle le IPA modèle, enfin bref, c'est un sigle, je vous le détaillerai si vous voulez, mais c'est un modèle cognitif qui montre que les personnes avec autisme accordent plus de charge émotionnelle et de poids aux erreurs de prédiction, c'est-à-dire quand leurs hypothèses sur la manière dont vont se comporter les gens ou la manière dont vont se dérouler les situations ne sont pas validées, ce qui nous arrive nous au quotidien tout le temps. Et ben, ces erreurs de prédiction, au lieu de tout simplement se dire bon bah ok, ça s'est pas passé comme je le pensais, et ben va y avoir une charge émotionnelle très forte associée à cette erreur de prédiction-là. D'où l'intérêt de pouvoir formaliser au maximum et puis d'imaginer au maximum comment ça va se passer. Voilà pour l'examinateur. Donc, au niveau du récit de la doctorante en tant que telle, alors elle rappelle dans son récit qu'en soi, elle a des difficultés sociales, enfin, elle considère avoir des difficultés sociales qui l'empêchent d'avoir des pairs sur lesquels elle puisse s'appuyer, des pairs doctorants ou docteurs qui puissent lui dire alors quels sont les attendus formels et informels de la soutenance, qu'est-ce qui est attendu d'elle, etc. Donc voilà, elle manque de soutien social et puis de retour d'expérience à ce niveau-là. Elle explique aussi qu'elle est accompagnée par le service handicap de son établissement, mais que cet accompagnement a eu lieu très tôt dans son parcours doctoral et qu'à cette époque-là, au tout début, elle n'était pas du tout, concentrée sur la soutenance et comment ça allait se passer. Donc pour le coup, ils n'ont pas forcément abordé la soutenance. Donc peut-être c'est intéressant de pouvoir être de nouveau accompagné au moment clé du doctorat, notamment la soutenance. Et elle précise qu'elle est quand même très, très sujette à des difficultés à composer avec l'incertitude. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très prégnant chez elle. Elle explique d'ailleurs dans un autre article, pas celui-ci, mais un autre, qu'elle a passé beaucoup de temps pendant son doctorat à structurer énormément toutes les étapes de son doctorat, à prévoir des rendez-vous mensuels avec à chaque fois des thématiques qui sont déclinées, qui sont très, très précises, pour réduire au maximum l'incertitude. Et elle explique d'ailleurs dans cet autre article que le fait de ne plus avoir cette structure-là après la soutenance l'a complètement déstabilisée. Donc ça, c'est son contexte à elle. Et au niveau des accommodations qu'elle trouve pertinentes, c'est déjà de communiquer ouvertement avec son superviseur, donc ouvertement et explicitement, c'est-à-dire pas vaguement ou avec des sous-entendus, mais de pouvoir se dire qu'est-ce qui est attendu de moi, explicitement, non pas que vous soyez bonne dans ce que vous faites ou que vous nous convainquiez, mais qu'est-ce que c'est exactement être bon dans ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est exactement convaincre, etc. Et de communiquer aussi sur le déroulé des événements. Donc on revient à ce qu'on a déjà dit juste avant. Comment ça va se passer, y compris les aspects très matériels et environnementaux. Est-ce que je serai assise, est-ce que je serai debout, est-ce que je serai face aux personnes, est-ce qu'il y aura un public à ma droite ou à ma gauche, etc. L'idée, c'est d'être le plus précis possible et d'avoir des plans B au cas où c'est pas exactement ça. Elle trouve que organiser une soutenance blanche, c'est une très bonne idée, même si c'est fatigant, eh ben, c'est quand même une très bonne idée. Elle préconise aussi de connaître le lieu de soutenance parce qu'elle dit que donc pour gérer l'incertitude, elle a besoin de beaucoup visualiser et de s'entraîner aussi en ayant une représentation très, très précise du lieu. Et s'il y a un changement de dernière minute, eh ben, tout s'écroule. Donc voilà, elle a besoin de connaître le lieu de soutenance. Elle a besoin aussi de connaître les examinateurs et leur manière. Alors, ce qu'elle entend par leur manière, c'est est-ce qu'ils parlent doucement, est-ce qu'ils parlent lentement, est-ce qu'ils sont plutôt rentre-dedans, provocateurs, etc. Tout est OK, mais elle a besoin de le savoir en amont pour ne pas être déstabilisée par la situation. Et ce qu'elle dit aussi, c'est qu'obtenir la liste des thématiques abordées est très important pour elle et surtout leur ordre. Et que cet ordre soit immuable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de place à l'improvisation pour que les personnes disent finalement je vais commencer par la question que j'avais prévu de vous poser en dernier. Donc voilà, ça ce sont ces accommodations pertinentes à elle.
Sur la base de ces récits-là, les 4 auteurs synthétisent un petit peu l'ensemble et puis se disent que finalement, il y avait 4 points clés qu'il fallait identifier et prévoir. Donc, c'est plus ou moins ce qu'ils ont fait, mais là, ils résument de cette manière-là. Tout ce qui a trait à la gestion de l'incertitude et les impacts émotionnels de l'incertitude. Tout ce qui a trait à l'anxiété et aux impacts de l'anxiété, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, l'élaboration discursive ou l'addiction peut être impactée. Il faut se questionner aussi sur les capacités de flexibilité. Est-ce que la personne a ou non du mal à s'adapter aux situations nouvelles et aux processus qui peuvent varier sensiblement ou légèrement au cours de la soutenance. Et s'interroger aussi sur les aspects sensoriels, c'est-à-dire prendre en compte le fait que finalement, il y a une prévalence assez importante des troubles de la sensorialité dans la population avec autisme. Et là, donc, ça a des impacts, par exemple, sur le lieu de soutenance, sur la présence de public ou non, etc. Et donc, ce qu'ils font à partir de ça, c'est qu'ils ils ont développé des documents qui peuvent servir de base pour des discussions pré-soutenance. Alors, c'est assez simple et j'ai trouvé ça assez intéressant, y compris pour les formations ou les accompagnements individuels ou collectifs qu'on peut proposer. Donc, je ne vais pas tous vous les détailler parce que, vous voyez, ça, ces têtes-là, il y en a 4. Mais globalement, ils ont fait un arbre pour chacun de ces points clés, donc l'incertitude, l'anxiété, la flexibilité, la sensorialité. Si on prend par exemple l'incertitude, le processus est assez simple. La question de base, c'est est-ce que, par exemple, l'incertitude affecte ou a un impact sur l'anxiété de la personne? Si c'est non, eh ben, on s'arrête là. Si c'est oui, on va essayer de savoir comment. Par exemple, est-ce que les localisations, les lieux non familiers sont stressants? Eh ben, si c'est non, on s'arrête là encore. Et si c'est oui, eh ben, par exemple, il peut être bon de connaître le lieu, de choisir le lieu, d'avoir accès en amont au lieu pour pouvoir s'imprégner un petit peu des choses. Au moment de la délibération, par exemple, que ce soit aussi le jury qui sorte et qui change de pièce plutôt que l'inverse. Voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent être possibles par rapport à ça. Par rapport à l'anxiété, c'est pareil, on suit le même processus. Est-ce que l'anxiété est impactante sur les capacités ou la performance de la personne? Si c'est non, on s'arrête là. Si c'est oui, eh ben, par exemple, on peut se demander le point 2, est-ce que c'est difficile d'articuler, de formuler un discours quand il y a de l'anxiété assez forte? Si c'est non, on s'arrête là. Et si c'est oui, eh ben, on peut se dire, dans ce cas, peut-être l'utilisation de notes écrites peut être utilisée. Est-ce que la personne peut avoir, par exemple, un ordinateur ou des notes écrites papier, etc. Elle dit que vraiment, je fais un aparté, mais ce genre de détails, est-ce que c'est ordinateur, est-ce que c'est papier, c'est vraiment très important et pour pouvoir visualiser et anticiper. Et c'est ce genre de petits détails qui, s'ils ne sont pas anticipés, peut donner lieu à un stress. Par exemple, finalement, si la personne ne sait pas si elle peut s'asseoir pendant les questions ou rester debout, eh ben, ça peut lui polluer son esprit pendant 1 heure parce qu'en fait, elle ne sait pas si elle doit être assise ou debout. Donc, voilà, ce sont des détails qui ont grandement leur importance. Pour laisser un peu place à la discussion, je ne rentre pas dans les détails, mais vous les aurez sur la flexibilité et la sensorialité. Au niveau des implications de cette recherche-là, c'est quand même assez intéressant. Les accommodations qui sont possibles, elles sont très concrètes, donc c'est assez utile. Les documents de pré-soutenance, à mon avis, peuvent être intéressants. Au niveau des limites, on est dans une auto-ethnographie, donc voilà, ils préconisent évidemment une recherche à grande échelle et une extension à d'autres doctorants avec TSA. On n'a pas forcément d'informations non plus sur le contexte disciplinaire ou de doctorat de la personne. Il n'aborde pas non plus l'après-soutenance, donc par exemple le temps social informel, qu'on appelle aussi pot de soutenance, qui a lieu juste après. Est-ce qu'on recontacte aussi les membres du jury? Et ça, c'est une ouverture. Je me dis que ça pourrait être pas mal d'étendre à d'autres handicaps, notamment les handicaps invisibles, parce que dans le handicap invisible, il y a souvent une mésévaluation en fait, des difficultés expérimentées par les personnes, une sous-estimation. Et parfois, les accommodations sont perçues comme un peu superflues ou voire un peu luxueuses. Donc, pouvoir expliciter les besoins, ça peut être assez intéressant. Et la conclusion générale, c'est qu'il faut impliquer dans tous les cas. Si ça doit être une règle, ce sera celle-ci.
mais impliquer à chaque fois les bénéficiaires ou les personnes concernées dans la construction et la mise en place de ces aménagements, et surtout ne jamais présumer, parce que même si là, la personne, elle est autiste et qu'elle parle de ses besoins à elle, eh ben, on peut prendre une autre personne avec autisme qui n'aura pas du tout les mêmes besoins. Voilà. Oui. Du coup, on peut poser des questions? Bien sûr, oui. Ah, oui, et moi je voulais demander pourquoi est-ce que alors c'est très intéressant, et pourquoi est-ce qu'ils recommandent pas en fait de faire ça pour tous les doctorants? Je dis ça parce que déjà petite 1, il y a peut-être des troubles qu'aujourd'hui ne sont pas encore connus ou pas encore, on va dire, déclarés en tant que troubles, et qui pourtant causent des difficultés dans ce genre de cas. Et en plus de ça, il y a peut-être des gens qui n'ont pas trop envie que tout le monde soit au courant qu'ils aient des troubles. Donc, ce que je veux dire, c'est que du coup, pourquoi on n'adapterait pas du coup tout ça, toutes ces recommandations qui sont plutôt pertinentes pour tout le monde en fait? Moi, je pense que ça pourrait être utile. Alors, les recommandations, je ne sais pas parce qu'elles vont être propres à chacun, mais au moins les arbres qui apparaissent là, ça peut être une base de discussion pour tous les doctorants, même s'ils ont d'autres types de handicap et même s'ils n'ont pas de handicap. Enfin, en tout cas, je pense qu'ils mériteraient d'être partagés, ces documents-là. Enfin, traduits et partagés. Je suis d'accord. Je peux prendre la suite ou tu as encore quelque chose, Non, Nico? vas-y. Ah, pardon. Ok. Déjà, merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Et on va s'empresser de le rajouter dans notre bibliothèque de ressources sur la pédagogie inclusive. Ça me rappelle vraiment des choses qu'on y a mis déjà de longue date, mais notamment en formation quand tu accueilles des doctorants avec un TSA sur l'aspect présentation du plan, du format des exercices, de comment tu vas les mobiliser, des supports que tu vas utiliser, etc. Tu fais vraiment un maximum de choses pour les aider à se projeter sur la temporalité des choses, etc. aussi. Donc, c'est bien d'avoir aussi ces éléments. Moi, j'avais une question. Sur cette population, est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites sur le reste du doctorat, c'est-à-dire pas la soutenance, parce que vis-à-vis de ce que tu partages, sur la gestion de l'incertitude, mais qui est effectivement un paramètre qui est très impactant pour ces profils. Vu que l'incertitude, l'inconnu, c'est inhérent à la recherche, est-ce que du coup sur comment ils se sentent dans un projet de recherche vis-à-vis de cette caractéristique intrinsèque, ça a été étudié? Alors, étudier sur une population, par exemple, nombreuse et... Non, pas forcément. Mais il y a de la recherche dessus. Et en fait, c'est marrant parce que ça tourne beaucoup sur les mêmes personnes qui ont écrit. Donc, Sandland, elle a écrit d'autres articles où elle parle, par exemple, de l'après-soutenance. Et justement, j'ai trouvé cet article passionnant. Elle parle de l'après-soutenance et puis de la manière dont le doctorat... Enfin, on va dire, la manière dont elle avait construit son doctorat lui permettait de cadrer aussi certaines difficultés qu'elle pouvait avoir. Donc, par exemple, le fait de structurer, le fait au niveau identitaire, elle dit qu'elle a toujours eu du mal à se construire une identité individuelle parce qu'elle a du mal à trouver un effet miroir chez les autres qui lui permet de donner des indices sur en fait qui elle est, est-ce qu'elle peut se reconnaître dans tel groupe ou pas. Et finalement, elle a adopté un cadre identitaire très, très formel de jeune chercheuse et de doctorante. Et finalement, quand elle avait plus ce statut-là, eh ben son identité s'est un peu écroulée parce que finalement, elle ne savait plus si elle était vraiment chercheuse, si elle était chercheuse d'emploi, en l'occurrence. Donc, il y a aussi des travaux de Sean. Pareil, c'est une personne qui a écrit sur son vécu du doctorat. C'est très individualisé, en fait, les articles. Il y a assez peu d'articles systématisés sur cette population-là, mais il existe des doctorants et des docteurs autistes qui parlent de leur doctorat avec autisme.
D'accord. Je pourrais Ouais, transmettre les quelques noms. donc du coup, c'est des aménagements à la marge ou des adaptations faites plutôt par le jeune chercheur lui-même, qui se connaît dans sa façon de gérer l'incertitude ou le fait de pas pouvoir tout projeter, mais il y a pas, en tout cas, de manière plus large, des aménagements, des leviers d'accessibilité ou des adaptations qui ont été pensées par par les institutions, quoi. Alors, au niveau du doctorat, outre ce que j'ai dit, je pense pas. Après, ça méritera peut-être que je recherche dessus spécifiquement. Mais il doit y avoir des choses sur les parcours, non pas doctoraux, mais académiques. Là, par contre, je pense qu'il y a pas mal de choses. Merci. Et Mathieu? Ouais, bonjour, merci de la présentation. Moi, j'avais une question plutôt sur la méthode parce que enfin, c'est quand même pas mal la mode là, des récits auto-ethnographiques, tout ça, machin, etc. Moi, je reste toujours très perplexe et je voudrais savoir un peu ce que tu pensais de ça parce que enfin, enfin, il y a beaucoup de critiques sur la validité scientifique, sur le biais de rétrospection, sur enfin, voilà, tous les biais qu'il peut y avoir dans ce genre d'études et malheureusement, je trouve que enfin, j'ai l'impression en tout cas que dans cet article, on retrouve quand même pas mal de biais et de problèmes de validité scientifique. Donc je voulais savoir si c'était juste ma perception ou si c'est ce que tu avais aussi, vu comme limite de l'étude. Non, non, c'est complètement une limite de l'étude. Mmh. C'est pas généralisable et c'est même pas généralisable, par exemple, à d'autres doctorants avec autisme. Et c'est pareil, là, par exemple, c'est moi qui ai rajouté aussi des points sur aborder la présoutenance et les temps sociaux et le recontact, parce qu'en fait, ils en parlent même pas. Donc, ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'ils ont considéré, eux, très personnellement, comme pertinent à aborder, alors qu'en fait, pour plein d'autres personnes, ça peut l'être. Donc, moi, ce que je pense de cet article, c'est qu'il faut pas le prendre comme comme un apport de preuve, déjà absolument pas. Faut pas le prendre comme une confirmation de quoi que ce soit, mais plutôt comme une espèce d'ensemble de sources d'inspiration. J'ai trouvé que les accommodations listées étaient quand même très concrètes et que ça, c'était intéressant. Après, je pense que si on voulait, par exemple, se baser sur de la recherche pour proposer vraiment un accompagnement fiable aux personnes avec autisme, il faudrait aller beaucoup plus loin que ça et pas se baser sur une auto-ethnographie. Puis je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a forcément enfin, ils ont beau, comment dire, se baser sur des recherches scientifiques et parler, par exemple, du fonctionnement exécutif ou de l'intolérance à l'incertitude, etc. Ça reste une auto-analyse. Et voilà, si les méthodes de recueil de données et d'analyse ont été développées telles qu'on les connaît, c'est pas pour rien non plus. Donc voilà. Ce que je pense, c'est qu'il faut prendre cet article pour ce qu'il est, c'est-à-dire des récits de personnes. OK, merci, ouais, je suis d'accord. Mais c'est intéressant quand même. Et dans le cadre du handicap, je pense que c'est aussi nécessaire d'avoir cette étape, peut-être à dépasser, mais enfin sûrement à dépasser, de récit de personnes. Ouais, c'est sûr, mais du coup, tu as des méthodes qualitatives, qui pourraient amener à la même chose, au même résultat avec une méthode, plus robuste, on va dire et voilà. Ouais. Oui, 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 carrément. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans ce cas, je pense qu'on peut s'arrêter là.